On a vu que les cinémas des années 70, 80 et 90 sont devenus aujourd'hui très identifiables par leur esthétique, leur technique ou par les thèmes abordés. Mais en est-il de même pour le cinéma des années 2000 ? Durant les années 2000, on a pu voir trois périodes bien distinctes au cinéma, marquées chacune par des situations ou des événements qui justifient ces différences. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Au début des années 2000, on se rend compte que les jeux vidéo prennent une place de plus en plus importante dans la société et touchent toutes les générations. Alors, pourquoi pas les adapter au cinéma ? Ça va peut-être attirer du monde. Tomb Raider en 2001 et 2003, à mi-chemin entre Indiana Jones et James Bond, ou encore Resident Evil en 2002 et 2004, ces films connaissent un vrai succès. C'est faux ! Par exemple, pour Tomb Raider, on se retrouve avec des scènes tournant parfois à la caricature, des explosions et des cascades légèrement douteuses, et des incompréhensions scénaristiques tout le long du film. Ça montre bien que ces films sont là pour attirer le public des gamers et mettre en avant une femme aux formes très, voire trop mise en avant. C'est donc pas trop ce type de film qu'on va continuer à faire durant le reste des années 2000. Les films d'action vont eux aussi peu à peu s'essouffler, avec par exemple Meurt un autre jour qui sera le dernier James Bond jusqu'à la fin des années 2000. Le film Pearl Harbor quant à lui sonne la fin de l'innocence qu'on avait un petit peu dans les années 90 avec Sauver Willy ou encore Maman j'ai raté l'avion. Et comme je disais, à la fin des années 90, le 11 septembre 2001 fut un coup fatal pour l'Amérique et aussi pour leur cinéma. On sait plus trop quoi faire après cette période, on veut plus trop prendre de risques mais tout de même essayer de continuer à vivre comme avant. On voit apparaître peut-être un peu trop vite des films inspirés de cette tragédie, comme World Trade Center de Olivier Stone ou Vol 93 de Paul Greengrass. Mais c'est avant tout les conséquences de cette journée du 11 septembre qui ont plané sur le cinéma américain, relayant diverses angoisses liées à la situation des États-Unis à l'international et à la politique de George Bush. On se retrouve donc avec Bush au pouvoir et sa politique ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est donc à partir de 2004 que les cinéastes vont oser dénoncer. Le conflit irakien ayant débuté en 2003 va être abordé de manière frontale et critique, et la politique des États-Unis vis-à-vis du terrorisme fait l'objet d'attaques de la part d'Hollywood. Les documentaires deviennent quelque peu à la mode et servent maintenant à dénoncer. C'est notamment le documentaire Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, qui a obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2004, qui plus est par Tarantino. Ce film va en quelque sorte taper sur le président Bush et sa politique. Hollywood semble avoir trouvé une conscience et montre dans les documentaires et les films que c'est maintenant l'Amérique qui devient l'envahisseur. Même Brian De Palma va se mettre à faire ce type de film, avec Redacted, sorti en 2007, qui est un faux documentaire qui lui aussi se veut dénonciateur. À partir de 2007, on commence à voir apparaître un retour à l'ancienne et au patriotisme de l'époque. On se retrouve dans une phase réaliste, ancrée dans la réalité avec une Amérique qui va mal. En 2007, Transformers met en avant l'armée américaine avec des adolescents, peut-être pour faire de la propagande. Tous les gens sont des soldats et ça sonne le retour au patriotisme et au cinéma facile et misogyne. En 2008, The Dark Knight se montre comme une métaphore de l'Amérique névrosée. L'existence des personnages est clairement remise en question et le film se veut très sombre. Cette dernière phase des années 2000 montre aussi que maintenant on sait gérer les technologies au cinéma. On peut prendre l'exemple du film La légende de Beowulf de Zemeckis, sorti en 2007 et tourné entièrement en motion capture, ou encore le très peu connu Avatar de James Cameron, sorti en 2009, également réalisé entièrement en motion capture et en images de synthèse. Et alors en 2008 arrive le premier film Marvel, Iron Man. Et là, il y a une volonté de régénérer l'innocence perdue au début des années 2000. Et ça sonne surtout le retour aux super-héros pour la fin des années 2000. Les années 2000 au cinéma, c'est donc différentes phases plus ou moins marquées par des événements ou encore par la politique. Mais c'est pas que ça, puisqu'on a eu quelques moments de nostalgie de notre ancien cinéma, avec le retour sur le grand écran des acteurs des années 80 qu'on croyait alors oubliés, avec Jean-Claude Van Damme, Stallone ou encore Mickey Rourke. C'est aussi des remakes et des reboots comme La planète des singes en 2001, Massacre à la tronçonneuse en 2003 ou encore Halloween en 2007. Et on peut aussi parler de l'arrivée du numérique au cinéma, qui a beaucoup facilité la diffusion des films dans les salles obscures. Et enfin, malgré tout ça, n'oublions pas qu'on a tout de même gardé une part d'innocence. Et ça, on le voit bien par exemple avec le parcours sans faute de Pixar, ou l'arrivée du cinéma asiatique en Occident avec la découverte de Miyazaki. Entre Les Indestructibles, Le Monde de Nemo, Monstres et compagnie, ou encore Le Voyage de Chihiro, l'animation n'a pas cessé de réjouir notre âme d'enfant. Et ce, encore aujourd'hui.